Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, nous avons commencé, toujours dans le cadre de cette problématique sur les sources de la problématique analogique, nous avons commencé à travailler sur la question de l'arbitraire relatif pour expliquer en fait cette zone ici de ce schéma un petit peu compliqué que j'avais exposé la semaine encore avant. Et donc je ne vais pas y revenir longuement parce que nous avions déjà pas mal discuté sur ce sujet, mais le problème est le suivant. Dans le cours de linguistique générale, et encore une fois pas chez Saussure, mais dans le cours de linguistique générale, l'arbitraire relatif apparaît comme quelque chose d'assez secondaire, au fond, dans l'économie, si vous voulez, globale du cours de linguistique générale, par rapport au principe de l'arbitraire tout court, c'est-à-dire de l'arbitraire absolu, qui a la position de premier principe de la linguistique générale. Donc on a quand même l'impression, encore une fois, quand on lit le cours de linguistique générale, et je l'ai dit la semaine dernière, la chose est un peu différente quand on se penche sur les écrits de Saussure, mais quand on regarde le cours de linguistique générale, on a l'impression que le principe de l'arbitraire, au sens de l'arbitraire absolu, domine les études linguistiques, est une propriété fondamentale du langage, tandis que l'arbitraire relatif serait quelque chose de tout à fait secondaire, qui est une vague limitation de l'arbitraire absolu. Et tout mon propos était de vous montrer qu'on peut très bien renverser cette perspective, c'est-à-dire considérer au fond que c'est l'arbitraire relatif qui est fondamental et l'arbitraire absolu qui est une propriété, une condition nécessaire de tout système de signes, mais qui n'a pas beaucoup d'intérêt dans l'analyse linguistique au fond. Alors, la définition saussurienne, c'est une définition qui est fondée sur le caractère immotivé du signe, et par conséquent, on a une non-arbitrarité, si vous voulez, ou alors une relation analogique entre signifiant et signifié, ou alors un signe de type analogique, dès que on n'a plus ce caractère donc immotivé du signe, ou de la relation entre signifiant et signifié, ou du signifiant, mais où on a quelque chose comme une rationalité du signifiant par rapport au signifié, ou du signifiant par rapport au signe, ou par rapport au référent. C'est-à-dire que dans tous les cas, il s'agit du signifiant. Il s'agit de savoir si le signifiant, au sens saussurien du terme, pas au sens lacanien, je ne sais quoi, au sens saussurien du terme, peut être expliqué, justifié, motivé. Que ce soit, encore une fois, par rapport au signifié, par rapport au signifiant, par rapport au référent, au concept désigné, peu importe. Bien, dans le cas donc de l'arbitraire relatif, eh bien, ce qu'on a bien vu la semaine dernière, c'est que la raison du signifiant, le caractère non arbitraire du signifiant, vient du fait que dès que vous avez affaire à un signe qui est relativement motivé, vous pouvez établir une relation entre le signifiant et le signifié à partir des signes qui forment le signe complet relevant de l'arbitraire relatif. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de poirier, cerisier, etc., où vous avez une base qui désigne un fruit et un suffixe d'arbre, donc quand vous avez une connaissance du sens des mots poirier, cerisier, pommier, vous avez à la fois la connaissance du sens du suffixe, vous avez la connaissance du nom de chaque fruit, ce qui vous permet de fabriquer le nom de n'importe quel arbre à partir du nom du fruit. Et aussi de comprendre n'importe quel nom d'arbre du moment qu'il est formé avec le suffixe -ier. Donc j'avais donné l'exemple de cacaoyer, l'arbre sur lequel poussent les fèves de cacao. Dans ce cas-là, même si vous n'avez jamais entendu ce mot, vous pouvez le deviner. Comment se produit ce fait de deviner le sens du mot ? Vous entendez le signifiant cacaoyer. Et c'est l'association des signifiants cacao et yé
qui vous conduit à associer les signifiés correspondants, et donc à vous dire, probablement, le mot signifie arbre lié au cacao. D'accord ? Alors, le problème, c'est qu'évidemment, dans la formation des mots, il n'y a pas une régularité aussi grande que, par exemple, dans la morphologie verbale ou dans les marques de genre et de nombre. Et vous avez toutes sortes de mots en yé, bien sûr, qui ne désignent pas des noms d'arbres. Hein. Par exemple, un plombier, c'est pas un arbre sur lequel pousse du plomb. Bon. Mais il y a quand même là, du coup, une autre série de mots, plombier, charcutier, menuisier, etc., qui vont permettre de fabriquer des noms de métiers. Alors encore une fois, mais on reviendra sur cet exemple tout à l'heure, avec une motivation plus ou moins grande. Hein. Plombier, aujourd'hui, bon, fabrique plus tellement ce qu'on appelle encore de la plomberie avec du plomb. Le menuisier, c'est assez difficile de comprendre l'étymologie. Il faut avoir des connaissances étymologiques, hein, il n'y a pas une transparence comme ça. Bref. En tout cas, ce qui est clair, c'est que dans le cas de l'arbitraire relatif, on a bien un signifiant qui est motivé par rapport au signifiant. Alors, maintenant, l'analogie dans le cours de linguistique générale, c'est un concept qui apparaît, hein, mais qui apparaît uniquement dans un cadre très précis qui est le cadre de l'explication diachronique, hein, le cadre de la linguistique diachronique. Alors, c'est une distinction assez ancienne, disons qui est quasiment, qui je crois apparaît dès le début des études de grammaire comparée, cette distinction entre l'évolution phonétique et l'évolution par analogie. Alors, l'évolution phonétique, hein, vous connaissez cela, c'est l'évolution par déformation des phonèmes, par exemple, je ne sais pas, la palatalisation, la sonorisation des consonnes sourdes intervocaliques, qui fait que de cubitum, avec un T, vous arrivez à coude en français, par exemple. Enfin, ouais. Je ne vais pas faire là un cours de phonétique historique, mais voilà, il y a un certain nombre de phénomènes assez généraux qui ont été bien étudiés, d'ailleurs au tout début des études de linguistique, disons scientifique, qui étaient considérées comme des lois phonétiques, hein, qui font que, pour toutes sortes de raisons, les sons des langues évoluent et se déforment peu à peu. Bien. À cela s'oppose un autre principe de modification des signifiants, qui est celui de l'analogie. Alors, un exemple, qui est celui que donne Saussure. Vous avez, en latin, un couple nominatif-accusatif pour onos, qui donne onos, onosem, hein, à l'accusatif, onos nominatif, onosem accusatif, orator nominatif, oratorem à l'accusatif. D'accord ? Donc, ici, vous formez l'accusatif avec un M final, ici, EM. Bon. Il se produit, à un moment donné de l'histoire du latin, un phénomène qu'on appelle le rotacisme et qui fait que le S entre deux voyelles devient un R. Donc, onosem, par évolution phonétique, hein, dans ce sens-là, devient honorem. D'accord ? Donc, vous avez, à un moment donné, un couple onos-honorem qui n'est plus parallèle comme l'était onos-onosem à orator-oratorem. D'accord ? À un moment donné, à cause de l'évolution phonétique, cette espèce de symétrie qu'on avait onos-onosem, orator-oratorem, eh bien, cette symétrie disparaît parce qu'on a onos-honorem, orator-oratorem. D'accord ? Donc, du coup, l'accusatif n'est plus formé par simplement l'ajout de EM. Alors, c'est là que se produit une évolution par analogie.
à cause sans doute de la pression de ce paradigme orator-oratorem, hein, enfin, paradigme illustré ici par orator-oratorem, eh bien, onos disparaît et finit par être remplacé par honor, pour rétablir cette proportion, donc cette analogie proportionnelle, de la façon suivante. Du coup, on aura honor, honorem, qui est analogue à orator, oratorem. Alors, ce qui est important de comprendre ici, c'est que les premiers locuteurs du latin qui ont commencé à dire honor au lieu de honos étaient perçus par leurs contemporains comme étant des gens qui ne savaient pas parler le latin correctement, qui faisaient une faute. Hein. On ne dit pas honos, on dit honor. Mais au fond, cette faute ayant un avantage de régularité du paradigme est devenue la règle. Et donc, la forme honos a disparu pour laisser place à la forme honor. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que ce type d'évolution, le fait que honos soit remplacé par honor, je dis bien remplacé par honor, est un phénomène historique d'un type complètement différent du phénomène historique par lequel honosem devient honorem. Je dis bien dans un cas est remplacé par, et dans l'autre devient. Parce que le passage de honosem à honorem, c'est un passage progressif, un changement subtil de prononciation qui petit à petit le S devient R. D'accord ? Mais c'est progressif. Hein ? Et c'est quelque chose dont les locuteurs ne se rendent pas bien compte et puis qui petit à petit s'installe et au bout d'un certain nombre de décennies, disons, voire de siècles, eh bien, une nouvelle prononciation est généralisée. Tandis que dans le cas de honos remplacé par honor, il y a à un moment donné, les deux formes sont concurrentes. Hein. À un moment donné, on a le choix entre honos et honor. Et puis, une des formes supplante l'autre. Et là, en l'occurrence, l'explication qu'on donne en général, c'est que c'est une explication par analogie. Alors, cette explication, elle est à la fois intéressante et à la fois insuffisante. Hein, parce que l'explication par analogie, vous allez me dire, bah oui, mais alors pourquoi à ce moment-là, on n'a pas régularisé en revenant à honosem, hein. On aurait très bien pu retrouver une régularité en combattant d'une certaine façon, enfin, ou en inhibant. Vous pourriez me dire, bah, alors à ce moment-là, s'il y avait vraiment une pression analogique, pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas exercée sur le rotacisme et que honosem n'a pas évolué en honorem, hein? On aurait pu avoir un processus de ce type-là. Donc, l'analogie explique en partie, mais c'est une explication toujours insuffisante. Hein. Il faut quand même, pour qu'elle soit, au moins en diachronie, pour qu'elle soit pertinente, elle ne suffit pas à elle seule comme argument. Alors, donc, tout ce qu'on a expliqué là, en termes de motivation relative, concerne donc cette zone entre A et B, qui est donc appelée ici limitation par motivation syntagmatique, c'est-à-dire que ce que j'appelle motivation syntagmatique, c'est que vous avez un syntagme composé de... Enfin, là, c'est un syntagme dans un sens large, hein, c'est-à-dire que ça peut être deux éléments formatifs d'un mot, ça peut être plusieurs mots, peu importe, c'est exactement le même phénomène. Et le sens global est déductible du sens des éléments composants. Enfin, déductible avec, évidemment, des degrés, justement. Hein. C'est-à-dire que le rapport de signification entre les éléments composants et la totalité du syntagme peut être plus ou moins étroit, ou plus ou moins lâche. Donc on va aller d'un degré de motivation fort à un degré de motivation de plus en plus faible. Bien. Alors, dans ce schéma, vous voyez que, bon, c'est un schéma, si vous voulez, très idéalisé. Hein. On a placé la langue, enfin, j'ai placé la langue comme étant une sorte de zone entre deux types entre deux notions qui sont presque les frontières externes de ce qu'est une langue. C'est-à-dire, d'un côté, les concepts qui sont hors système, dans la mesure où les concepts
n'ont pas de partie du discours, enfin ne font pas partie du système de la langue, hein, les concepts. Ce sont des choses qui sont reconstruites à partir du référent, etc. Mais ils sont hors système, donc pas d'organisation, si vous voulez, langagière, linguistique. Et puis de l'autre côté, les référents, c'est-à-dire les choses du monde, hein, si on veut, qui eux n'ont pas de sémiologie du tout, d'une certaine façon. Enfin, pas de sémiologie au sens où on parle de la sémiologie de la langue. Bien, donc on s'arrache en quelque sorte du référent pour entrer dans la sémiologie au point A jusqu'au point où on arrive hors système si on va au-delà de ce point C dont je vais parler tout à l'heure. Alors, maintenant, il faut que... Donc, vous avez bien compris en quoi il y a quelque chose qui limite l'arbitraire dans cette zone-là. Et donc on va, oui, j'ai peut-être été imprécis tout à l'heure. Vous voyez, degré maximal de motivation, degré maximal d'arbitraire. Donc on va du plus motivé au moins motivé, ici. Alors par exemple, Poirier, 17, ce type d'exemple-là, ça va faire partie des zones qui sont très proches du point A, qui sont vraiment clairement motivé. 17, c'est parfaitement motivé à partir du moment où je connais 10 et 7. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir dans toute cette zone un peu plus à droite, où on se rapproche du point B? Eh bien, il y a ce qu'on appelle, par exemple, les figements. Alors, la notion de figement renvoie à la notion d'expression, de phrasème, de phraséologie. Et ce que je vais vous montrer par ces quelques exemples, hein, on pourrait faire plusieurs heures de cours sur cette question qui est très vaste et très, enfin, disons, très présente dans la recherche contemporaine. Hein. Il y a eu encore un colloque d'ailleurs ce vendredi et samedi dernier à Paris 3 sur les applications didactiques de la phraséologie, hein, sur le champ de la phraséodidactique. Je dis ça pour ceux d'entre vous qui font des travaux didactiques. Il y a des applications intéressantes à ce niveau-là, que ce soit dans la didactique du FLE ou du français langue maternelle. Bon, alors, quand vous prenez des expressions comme faire la pluie et le beau temps, casser sa pipe, enterrer la hache de guerre, il y a une analyse de ces expressions, un certain nombre de tests hein, qui permettent de montrer que certaines sont plus figées que d'autres. Alors, là, j'ai donné simplement 3 exemples de tests, hein, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, ici, vous voyez, est-ce que on peut faire la pluie et le beau temps? Est-ce qu'on peut focaliser en utilisant c'est que? C'est la pluie et le beau temps qu'ils font. Ils font la pluie et le beau temps, c'est la pluie et le beau temps qu'ils font. C'est un peu bizarre quand même. Hein. Donc j'ai mis acceptable, mais c'est limite quand même. On va mettre un petit point d'interrogation quand même. C'est la pluie et le beau temps qu'ils font. Bon. La mise au passif, la passivation ici, la pluie et le beau temps sont faits par eux, ça c'est sûr qu'on aura beaucoup de mal à l'accepter. La négation, ils ne font pas la pluie et le beau temps, ça marche très bien. Donc ici, sur les 3 tests, il y a aussi le test de l'interrogation. Hein. Que font-ils? Bon, ils font la pluie et le beau temps. C'est un peu curieux, mais on peut toujours trouver des contextes où ça passera, ça, sans problème. Donc, sur les 4 tests, pardon, 2 fonctionnent très bien, 1 ne fonctionne pas du tout, et 1 est douteux. Casser sa pipe, maintenant, qui signifie, je le précise peut-être pour certains étudiants étrangers qui ne connaîtraient pas l'expression, ça veut dire mourir. Hein, casser sa pipe, décéder, mourir. Alors là, on ne pourra pas dire c'est sa pipe qui l'a cassée. Hein. On ne pourra pas dire sa pipe est cassée par lui. On ne peut pas mettre au passif. En revanche, on peut transformer en mettant une négation. Hein. Il a eu un accident, mais il n'a pas cassé sa pipe, par exemple. Et puis, l'interrogation, ça c'est complètement impossible. Hein. Il a eu un... Qu'est-ce qu'il a cassé sa pipe? C'est vraiment impossible. C'est impossible de construire un contexte où on va dire... oui, même si quelqu'un n'a pas bien entendu, un tel a cassé sa pipe.
Il a cassé quoi sa pipe. C'est pas possible. Hein. On peut pas imaginer un contexte qui permettrait ça. Ou alors un contexte humoristique, bien sûr. Hein. Ou poétique, exactement. Les garçons qui cassent la pipe du grand-père. Oui, voilà. Oui, non mais... Voilà, exactement. Mais ça, c'est tout un autre pan de phénomène, c'est que toutes ces expressions figées, parce qu'elles sont figées, sont précisément capables d'avoir des effets de sens par défigement. Donc, l'expression casser sa pipe, on peut bien sûr la trafiquer au-delà de son sens de base, mais à partir du moment où vous faites un jeu de mots ou quelque chose d'humoristique en allant au-delà de ce que permet l'expression, elle n'a plus le même sens. On sait que c'est un jeu sur le sens propre et le sens utilisé. Bon, ensuite, enterrer l'âge de guerre, eh bien, vous voyez que là, tous les tests fonctionnent. Hein, on peut dire c'est l'âge de guerre qu'ils ont enterré. Je ne sais pas, penser par exemple à Fillon et Juppé, hein, pour parler de l'actualité récente. L'âge de guerre a été enterré par eux, ils n'ont pas enterré l'âge de guerre. Qu'ont-ils enterré l'âge de guerre? Bon, ça, cette dernière construction étant peut-être un petit peu plus douteuse, mais elle est quand même bien. Alors, vous voyez que plus, en fait, les expressions, ces expressions figées, plus elles résistent au test, plus elles sont figées. Et plus elles sont figées, plus elles sont arbitraires, parce que le figement, la plupart du temps, va avec la transparence de l'expression. C'est-à-dire que enterrer la hache de guerre par rapport à casser sa pipe, on peut deviner peut-être plus facilement, je ne sais pas, mais ça il faudrait peut-être poser la question aux étudiants et étudiantes étrangères, est-ce que c'est plus facile de deviner le sens de enterrer la hache de guerre pour dire qu'on va faire la paix que de deviner le sens de casser sa pipe? Oui. Si une expression est totalement figée, donc chaque mot dans cette expression perd le sens. C'est mieux le sens littéral. Oui, c'est ça. Alors, il y a un lien qui peut être métaphorique, parce que casser sa pipe, on voit qu'on casse quelque chose, et donc on voit le lien quand même métaphorique entre casser quelque chose et décéder, et puis la pipe, ça renvoie à la tête, voilà, donc il y a eu quelque chose comme une métonymie peut-être en même temps. Bon. Bref, le lien qu'il y a entre le degré de figement et l'arbitraire, c'est que très souvent, bon, mais c'est un problème un peu plus compliqué que cela en vérité, très souvent, plus l'expression est figée, plus elle est arbitraire. Donc on dira ici que enterrer la hache de guerre est moins arbitraire que faire la pluie et le beau temps, qui est moins arbitraire que casser sa pipe. Disons que la composition du sens pose plus de problèmes quand on passe de enterrer la hache de guerre à casser sa pipe. Donc ce qui justifie qu'elle constitue ces expressions de part et d'autre de ce continuum. Alors on a un peu la même chose, tout à l'heure je le disais, entre Poirier et Plombier, parce que Poirier est beaucoup plus transparent que Plombier. Hein. Poirier, c'est clairement l'association de deux morphèmes dont on maîtrise facilement la signification. Plombier suppose qu'on comprenne le lien qu'il peut y avoir entre le plomb à l'origine qui était utilisé pour faire de la plomberie, et puis aujourd'hui on utilise d'autres métaux, ou du plastique, enfin du PVC, pour faire des tuyauteries de salle de bain, je ne sais quoi. L'exemple tout à l'heure que vous aviez donné, mademoiselle de menuisier, est un exemple encore plus opaque que plombier. Donc il y a bien des degrés dans ces cas de motivation syntagmatique. Voici ce que dit Salamégerie, qui est un des spécialistes français les plus reconnus sur ces questions de figement. Je vous ai mis d'ailleurs l'indication d'un article en ligne qui récapitule très bien
ce qu'on peut dire, comme vous voulez, c'est vraiment un article de synthèse, point de départ, vraiment un article de référence sur cette question du figement. Vous pourrez aller voir si cela vous intéresse par rapport à vos recherches personnelles. Si on leur applique aux expressions idiomatiques un certain nombre de restructurations, nous constatons qu'ils n'ont pas, alors qu'elles n'ont pas, si ce sont les expressions idiomatiques ici, le même comportement. Plus le nombre de contraintes est grand, plus les séquences sont figées. Alors, maintenant, on va s'intéresser à la deuxième zone, qui est l'asymétrie de la relation signifié-signifié. Ce que je vous avais expliqué la dernière fois, c'est que quand on arrive ici, l'imitation par immotivation biunivoque, c'est que au lieu d'avoir deux signes qui sont liés dans un syntagme, on a deux signes indépendants. Et chaque signe a son sens. On est donc dans un cas d'isomorphisme. Rappelez-vous la notion d'isomorphisme qu'on avait vue avec le cas des radicaux du verbe aller, où vous aviez un isomorphisme qui correspondait aux trois formes du radical, v, al, ir, qui chacun avait sa signification. Donc l'isomorphisme, c'est ça. Un signifiant insignifié, un signifiant insignifié, un signifiant insignifié. Et ça, si vous voulez, c'est à partir du moment où on n'a plus de motivation relative, on arrive à ce stade-là, ce stade de l'isomorphisme, qui est, dans la plupart des études sur ces questions, le stade maximal de l'arbitraire. Mais, en réalité, il y a un stade encore plus grand d'arbitraire, qui consiste à déstabiliser cette notion d'isomorphisme, enfin cette structure d'isomorphisme. Et cette déstabilisation, vous voyez, là c'est un zoom sur la zone BC, cette déstabilisation, elle consiste finalement à écarter de plus en plus les polarités du signe, signifiant et signifié. Alors, dans le cas, là c'est le cas point de départ, on peut appeler ça la monosémie. Vous avez un signifiant pour un signifié, d'accord, les petits carrés désignent les signifiants, les ronds désignent les signifiés. Donc, l'isomorphisme, c'est simplement une juxtaposition de cas de monosémie. Bien. Les choses commencent à devenir un peu plus arbitraires et à se compliquer, mais arbitraires au sens de la systématicité cette fois-ci, quand vous avez des brouillages de la relation entre signifiant et signifié. Alors, vous voyez que, dans le cas de la restriction et de l'extension de sens, déjà, je ne sais pas, prenez homme dans le sens être humain, et puis dans le sens général de être humain, et puis dans le sens plus spécifique de être humain adulte mâle, voilà, masculin. Donc homme par opposition à femme et à enfant d'un côté, et puis homme par opposition à animal de l'autre. Bien. Vous avez dans le sens plus restreint de homme une restriction de sens. Donc vous avez bien deux signifiés, pour un seul signifiant, mais l'un est inclus dans l'autre. Donc il y a quand même là un lien assez net. Dans les cas de polysémie, quels que soient les degrés de polysémie, qu'elles soient lâches ou étroites, vous avez deux significations qui sont en relation. Je prends souvent cet exemple que j'aime bien, l'exemple de bouton. Le mot bouton, vous avez le signifiant bouton, et vous avez plusieurs signifiés. Le bouton dermatologique, le bouton de vêtements, le bouton de fleurs, le bouton de... Oui, je disais le bouton de visage, le bouton dermatologique, le bouton électrique, le bouton de porte même, on dit parfois pour dire une poignée de porte, un bouton de porte. Toutes ces acceptions du mot bouton sont liées, parce que le bouton c'est une petite chose un peu ronde, puisque le sens de base, si vous voulez, c'est le bouton de fleurs. Et les premiers boutons de vêtements étaient des petites boules, c'était pas des ronds plats. Quand vous regardez les photos de vêtements anciens, les premiers boutons sont des boules. Donc on comprend le lien de sens. Et donc tous ces signifiés du signifiant bouton ont des intersections. Il y a une analogie entre les significations, mais on s'écarte. Et puis, le lien, la distance entre les signifiés attachés à un même signifiant peut être de différentes natures. On peut considérer que la métonymie, dans le cas de la métonymie ou de la métaphore, on s'écarte encore un petit peu plus pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre.
Et à la fin, on arrive au stade qui est le plus arbitraire, qui est celui de l'homonymie ou du polymorphisme. Alors l'homonymie, c'est le cas où vous avez un signifiant pour deux signifiés qui n'ont plus aucun lien entre eux. Par exemple, l'avocat qui signifie un fruit ou un homme de loi. Ou alors, je ne sais pas, pêcher, où il pêche, la pêche, le fruit, et puis la pêche, l'action de pêcher. Bon, là, vous avez vraiment deux signifiés pour un seul signifiant. Et ce que je veux dire par là, en disant que c'est plus arbitraire, c'est que ce genre de phénomène, qui existe dans un certain nombre de langues, est quand même ce qu'on peut imaginer de plus déstructurant dans le système. Quand vous avez deux sens portés par un même son, et que ces deux sens n'ont aucune relation, il y a une sorte d'incohérence, vous comprenez, dans le système. Donc, ça c'est le plus arbitraire de tout. C'est quand, dans le système, on a des choses qui sont complètement incohérentes. D'accord ? Alors, il y en a dans les langues, parce que le hasard, c'est le hasard souvent de l'évolution phonétique qui fait que des mots finissent par avoir le même signifiant. Que avocat au sens de fruit et avocat au sens d'homme de loi sont à l'origine des étymons distincts qui, à la suite de l'évolution phonétique, ont fini par se rencontrer. Bon. Un mot polysémique comme bouton, il y a un seul étymon pour toutes les acceptions. Bien, alors, dans le cas, on a ça aussi avec le polymorphisme, qui est un peu le cas apparent du verbe aller, où vous avez plusieurs signifiants pour un seul signifié. Mais justement, l'analyse de Guillaume nous a montré qu'on pouvait considérer ce polymorphisme apparent comme une forme d'isomorphisme, et donc, au fond, quelque chose qui a à voir avec la monosémie. Bien. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Non, ça va. C'est un petit peu abstrait, je peux bien le reconnaître, mais l'idée générale est d'enrichir un peu le concept élémentaire d'arbitraire pour vous montrer que l'arbitraire, au sens où on l'entend en général dans les études linguistiques, ça n'est qu'une partie de l'histoire. Just a part of the story, comme disent les Américains. C'est juste un petit morceau de l'histoire. C'est que la moitié. Il y a une autre partie de l'histoire qui a à voir avec la pluralité des signes et avec la question de la systématicité. Alors, je vais maintenant poursuivre donc en vous parlant, toujours dans l'optique un peu guillaumienne, des travaux de Maurice Toussaint. Alors, je vous l'ai dit, Maurice Toussaint, c'est un auteur, je vous avais donné, je crois, une citation, mais c'est un auteur qui vient du guillaumisme, qui a suivi les leçons de Guillaume, qui est malheureusement décédé il y a quelques années, et qui a fait un livre intitulé, vraiment, alors là, lui, il met les pieds dans le plat, contre l'arbitraire du signe. Bien. Alors, quel genre d'argument il utilise? Je vais vous donner juste un exemple, je vais essayer de l'expliquer parce que c'est un petit peu compliqué là aussi, on commence à entrer dans des détails un peu techniques, mais il faut bien à un moment donné. Je vais essayer de vous montrer comment il argumente la non-arbitrarité, donc l'analogie. C'est quelqu'un qui travaillait dans cette revue qui s'appelle les Cahiers de linguistique analogique. Donc, si vous voulez, que quand Toussaint dit contre l'arbitraire du signe, il pourrait très bien dire pour l'analogie du signe. Comme moi, je pense qu'il faut toujours se battre pour quelque chose et pas contre, c'est pour ça que je préfère me battre pour l'analogie plutôt que contre l'arbitraire. Alors, voici un exemple. Donc, tiré justement d'un article intitulé Analogie qu'il a publié dans le premier numéro des Cahiers de linguistique analogique. Je vous signale d'ailleurs au passage que cette revue est accessible en ligne. Il y a 7 numéros, sauf erreur. Elle est accessible en ligne. Vous tapez sur Google Cahiers de linguistique analogique et vous trouvez l'intégralité des articles facilement. Alors, on va lire ensemble, si vous voulez bien, soit lupo, loup en italien. Ce nom a un pluriel en i. Donc le pluriel de lupo, c'est lupi. Sur le plan sémantique, le pluriel est un ultérieur du singulier. Donc, cette notion, ce concept, il est très important dans la sémantique de Maurice Toussaint.
Un ultérieur, ça veut dire que pour fabriquer du pluriel, il faut d'abord avoir du singulier. Donc le pluriel est un après, un ultérieur du singulier. Dans la mesure même où, au maximum de différenciation, on conçoit la pluralité comme multiplication à partir du singulier. Donc vous voyez, si attention, tout cela est une question de représentation. Il ne s'agit pas de dire que par essence le pluriel est. Dans une langue donnée, etc., on peut se représenter le pluriel comme une multiplication à partir du singulier. Donc forcément, pour avoir du pluriel, il faut d'abord avoir du singulier. C'est dans ce sens-là que le pluriel est l'ultérieur du singulier. Mais encore une fois, on pourrait très bien imaginer une civilisation où le pluriel soit premier et où le singulier soit construit sur le pluriel. C'est pas du tout. C'est vraiment un principe. Donc, premier niveau minimaliste, le pluriel est morphologiquement du plus par rapport au singulier. Par exemple, loup vs loupi en roumain. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le pluriel, sémantiquement, c'est un après ou c'est un plus par rapport au singulier. Sémantiquement. Donc, morphologiquement, dans la forme, dans le signifiant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un signifiant pour le pluriel qui est plus que le signifiant du singulier. Donc, on ajoute quelque chose. Alors, ici, un i. Alors, un s en français, par exemple, c'est compliqué parce qu'on ne l'entend pas, on l'écrit. Bref. Donc, il y a l'idée d'un ajout. Puisque le pluriel ajoute quelque chose par rapport au singulier, du point de vue du sens, il y a du point de vue de la forme du pluriel va ajouter quelque chose par rapport à la forme au singulier. En italien, même chose, mais nous n'en avons une perception consciente ni à l'oreille ni à la vue, puisqu'on passe de lupo à lupi. Donc on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose d'ajouté. Seul le perçoit, grâce au capteur musculaire, le sens du mouvement, notre sens le plus intime. Un signifiant ultérieur pour un signifié ultérieur, un signifiant antérieur pour un signifié antérieur. Y a-t-il signe plus analogique, à tel point qu'on peut se demander si les signifiés ne sont pas que l'enregistrement du sens des signifiants. Bon. Alors, il faut expliquer ça. Ce qui va être l'horizon de l'explication, et la façon dont tout ça va s'y prendre pour analyser, disons, argumenter dans le sens de la motivation du signe, au sens de l'analogie du signe, au sens, bien sûr, là, de la ressemblance ou de la similarité entre le signifiant et le signifié, ça va être de mettre en œuvre un système, si vous voulez, temporel, de avant-après, qui vient de Guillaume, puisque je vous rappelle que dans Guillaume, il y a toujours le temps opératif. Donc, minimalement, même si on n'entre pas dans le détail des différentes saisies, etc., le principe du temps opératif suppose, quand il y a du temps, qu'il y a quelque chose avant, quelque chose après. Donc, à partir du moment où vous prenez le temps comme un paramètre de la description linguistique, eh bien, vous avez peut-être un paramètre qui s'applique aussi bien aux signifiants qu'aux signifiés. Si on peut dire qu'il y a des signifiants d'avant et des signifiants d'après, et qu'il y a des signifiés d'avant et des signifiés d'après. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire, ça, signifié d'avant, signifiant, etc. On va essayer d'illustrer un peu ça. Mais l'idée générale est ici. Vous voyez que c'est une solution extrêmement judicieuse et qui n'aurait pas pu être pensée s'il n'y avait pas eu Gustave Guillaume avant, parce que l'idée de voir le sens à partir du temps, de conceptualiser les signifiés à partir d'une sorte de temporalité de construction des signifiés, ça, c'est vraiment Guillaume qui l'a introduit en linguistique. Et bon, il y a peut-être d'autres auteurs que je ne connais pas qui ont introduit cette notion, mais je n'en connais vraiment pas. L'idée de tout ça, c'est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas transposer cette notion d'avant, d'après, cette espèce de chronologie,
au plan du signifiant. Alors comment il s'y prend? De la façon suivante. Alors là, c'est un exemple avec le cas des voyelles. Alors, vous avez deux axes. L'axe du point d'articulation et l'axe de l'aperture pour décrire les voyelles. Je ne sais pas si vous avez... Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? Oui, est-ce que vous avez tout... Est-ce que certains d'entre vous voulez que j'explique un peu le triangle vocalique ou vous avez tous eu un minimum de phonétique dans votre existence pour pouvoir comprendre ça? Bon, en deux mots, hein. L'aperture, c'est l'ouverture des mâchoires. Hein. Plus l'aperture est grande, plus vous ouvrez grand la bouche pour dire la voyelle. Alors, I, c'est très fermé, I, E, A. Hein. I, E, A. Vous ouvrez dans ce sens-là. Même chose pour ici. U, O, A. Hein. Vous ouvrez de plus en plus les mâchoires. Donc ça, c'est l'aperture. Et puis, vous avez le point d'articulation. Quand vous prononcez un I par rapport à un E, le point d'articulation, c'est-à-dire le point où, grosso modo, il y a une jonction entre le palais et la langue, hein, le dos de la langue, il est en arrière par rapport à l'axe, si vous voulez. Si je mets l'axe, l'arrière et l'avant, enfin, disons l'arrière au niveau des cervicales et puis l'avant au niveau des lèvres, hein, vous avez donc des sons qui sont plus à l'arrière et d'autres qui sont plus prononcés à l'avant. Ou, et I qui est vraiment prononcé très en avant. Alors, ce sont ces deux axes qui vont permettre de dire qu'il y a un avant et un après dans le sens du point d'articulation ou dans le sens de l'aperture. C'est-à-dire que plus une voyelle est ouverte, plus elle est d'après. Hein. Puisque l'idée c'est qu'il y a... Pourquoi il le fait dans ce sens-là pour le point d'articulation et dans ce sens-là pour l'aperture? C'est que pour l'aperture, pour avoir la mâchoire ouverte, il faut d'abord qu'elle soit fermée. C'est aussi simple que ça. Donc, les voyelles les plus fermées sont avant, et il faut attendre un peu pour arriver aux plus ouvertes. Hein. Donc, les voyelles fermées sont d'avant, et les voyelles ouvertes sont d'après. Et puis, pour le point d'articulation, l'axe, c'est l'axe d'expulsion de la colonne d'air quand vous parlez. Vous sortez les sons en partant de l'arrière du corps à l'avant du corps. Alors, vous aviez une remarque? Ici, s'il vous plaît, ici, il n'y a pas une erreur par rapport au point d'articulation. C'est l'inverse. Avant-arrière, c'est l'inverse ici de la terminologie qu'on utilise pour dire voyelle d'avant, voyelle d'arrière d'habitude. D'accord? À cause justement de cet axe, il prend l'axe, parce que dans les descriptions, oui, allez-y. Par exemple, entre ou, a et i. Ou, a, i, oui. I, il vient à l'arrière, pas à l'avant. Si? I, il est plus à l'arrière, après ou, après a. I, ou, non, ou, c'est à l'arrière, non? Oui, ou c'est une voyelle d'arrière. L'opposition ou, i, c'est bien une opposition, articulation à l'arrière et articulation à l'avant. Non? Oui. Voilà. C'est ça. Alors, voici comment l'explication se développe chez Toussaint. Alors, on se souvient que l'exemple, c'est d'expliquer pourquoi on a lupo, lupi. I est-il ici le signifiant du pluriel? En gros, oui, c'est ce qu'on dit, mais précisément non.
car loupi, pluriel de loupo, est aussi un masculin s'opposant au féminin, pluriel loupé. Par son F1, c'est-à-dire le premier formant, I transcrit une aperture minimale, loupi est donc sur cet axe l'antérieur de loupé. Si on a établi que M est l'antérieur sémantique de F, donc masculin est l'antérieur sémantique de féminin, on observera ici encore une parfaite correspondance entre les signifiés et les signifiants. On pourra vérifier, entre autres choses, que dans cette figure, O se compose de deux antériorités signifiantes. La correspondance des analyseurs acoustiques et articulatoires permet le contrôle et le transfert des mouvements du sens par le sens du mouvement. Alors, je reprends cela. Vous avez donc l'opposition, l'axe singulier pluriel, ici, avec cette idée que le singulier est un avant et le pluriel est un après, en italien. Il y a aussi cette articulation, alors là, il ne faut pas donner une importance, je veux dire, encore une fois, c'est pas une ontologie, hein, que le masculin est un antérieur par rapport au féminin. Il y a des langues dans lesquelles c'est l'inverse, c'est-à-dire où on fabrique les mots féminins, on fabrique les mots masculins à partir d'un augment sur la base qui est le mot féminin. Bon. Mais en italien, pour Toussaint, c'est le masculin qui est l'antérieur sémantique par rapport au féminin. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il remarque? Que si on prend l'opposition singulier-pluriel pour analyser loupo-loupi, on a un axe du point d'articulation avec le O qui est plus à l'arrière et le I qui est plus à l'avant. Donc on a bien pour le singulier un signifiant d'avant et pour le pluriel un signifiant d'après. D'accord? Ça paraît confus parce que le signifiant d'après il correspond à ses avant ici, mais ça veut dire que c'est à l'avant de la bouche. Il ne faut pas se mélanger les pinceaux dans cette affaire. Donc je répète, le O est un signifiant d'avant par rapport au I, qui est un signifiant d'après, à cause du point d'articulation. Et puis, pour masculin-féminin, et donc on a la même chose pour loupa, loupé, au féminin. Pour l'axe masculin-féminin, on a aussi une explication qui fonctionne bien, puisque si on considère qu'il y a une antériorité sémantique du masculin par rapport au féminin, on a aussi cette antériorité du signifiant O par rapport à A, qui est un O qui est donc un avant par rapport à A, et I qui est un avant par rapport à I. Alors, je vous ai donné cet exemple qui en fait est un exemple extrême d'analyse, si vous voulez, de tentative d'analyse analogique du signe. Il faut la prendre comme elle est, c'est-à-dire comme une sorte de proposition théorique. Il y a sans doute beaucoup d'objections qu'on pourrait donner. On pourrait dire, bah oui, mais à partir du moment où on a les deux axes, on peut toujours en trouver un qui va nous arranger par rapport à ce qu'on veut trouver. Donc, il faut être très prudent avec ce type d'analyse, mais il ne faut pas les négliger non plus. Il faut voir si ça marche tout le temps ou pas. C'est-à-dire que, est-ce que régulièrement, par exemple, en italien, on va avoir des couples OI ou des formes OI, je ne sais pas, dans les déterminants, les prépositions, tout ce que vous voulez, où on va avoir cette opposition antérieure-ultérieure qui va se retrouver un peu partout. Il faut des analyses un peu exhaustives pour justifier cela. Mais, encore une fois, ce qui est extrêmement prometteur et judicieux et qui, je pense, là, mérite d'être repris, approfondi, c'est cette idée du paramètre temporel dans la description du signifiant et du signifié. Parce que le problème dans le cas de la motivation du signe, c'est que, donc, on doit avoir une analogie entre signifiant et signifié, grosso modo, sans entrer dans si vous voulez, entre signifiant ou entre réalisation du signifiant et puis entre signifié ou concept, bon, peu importe. Mais le problème, par rapport aux analogies qu'on a vues précédemment qui relevaient de la motivation relative et qui sont des analogies entre signes, dire que
Quand on prend cerisier, pommier, etc., ce sont des signes qui sont analogues en termes de quatrième proportionnel. Là, on a une analogie entre deux choses qui sont d'une nature différente. On a une analogie entre une signification et des sons. On a une similarité éventuellement relationnelle entre des signifiants et des sons. Mais c'est très difficile de trouver des points communs, des propriétés qui soient communes à des choses aussi différentes. Vous voyez, c'est très difficile. D'où l'idée de la description à partir du paramètre temporel. Parce que si effectivement il y a une pertinence à décrire les signifiés en termes de signifiés d'avant, signifiés d'après, et puis s'il y a un sens aussi à décrire les signifiants en termes de signifiants d'avant et signifiants d'après, et bien là, du coup, on dispose d'un paramètre temporel qui va nous permettre de dire, bah oui, est-ce que c'est dans tel système, j'ai bien cette équivalence où je vais avoir un signifié d'après qui va être exprimé par un signifiant d'après et un signifié d'avant par un signifiant d'avant. Vous voyez que l'intérêt de ce paramètre temporel, qui vient de la psychomécanique du langage, il est qu'il nous donne un paramètre nouveau pour décrire des phénomènes analogiques. Bon, je passe sur la sinusoïde. Alors, que conclure sur la filiation guillaumienne de la linguistique analogique? À partir de l'exemple des radicaux du verbe aller, et puis jusqu'au schéma qu'on a commenté tout à l'heure, au début de cette séance, on a vu que la linguistique guillaumienne tente à maximaliser la motivation relative. Pourquoi? Parce que une des grandes différences entre Guillaume et Saussure, pour le dire là encore assez rapidement, c'est que fondamentalement pour Saussure la langue est une sorte de chaos. Et il y a des sortes de strates qui s'organisent en raison du fait que la langue est sociale. Bon. Mais dans le fond, la langue n'est absolument pas dominée par un principe rationnel. Elle est irrationnelle par principe. Il y a un certain nombre, en regardant dans le cours de linguistique générale, je ne vous ai pas prévu ça, mais on trouve des citations qui disent cela très clairement. Alors que pour Guillaume, l'idée c'est que c'est un peu l'idée inverse, non pas ce fantasme d'une langue qui serait entièrement régulière, mais cette idée que avant de dire que la chose est irrationnelle, on va essayer d'épuiser toutes les ressources de la rationalité. Donc, le point de vue de Guillaume, et c'est très visible dans cette analyse des radicaux du verbe aller, vous voyez, c'est que, en quelque sorte, oui, je vous donne la parole dans un instant, il ne lâche pas le morceau. Il voit que le verbe aller est un peu incohérent dans sa construction. Ben, il va essayer de comprendre pourquoi. Un Saussure ne serait jamais allé voir ça, parce que pour lui c'est normal. C'est le hasard, bon voilà, ça tombe comme ça, c'est normal, la langue par essence est chaotique. Ça s'organise parfois un peu, tant mieux, on va examiner ça, mais dans le fond, elle est chaotique. Pour Guillaume, conclure au chaotique ou à l'arbitraire, c'est possible, mais il faut d'abord avoir épuisé les possibilités qu'il y ait de la rationalité derrière. C'est ça l'idée fondamentale. Alors, vous aviez une question, une remarque? Je ne pourrais pas vous répondre là. Je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie, effectivement, si la notion de... En tout cas, il est clair que j'ai un souvenir très net de passages, tout au moins, alors je me souviens plus si c'est dans les écrits ou dans le cours de linguistique générale, dans des passages dans lesquels la langue est vraiment décrite par Saussure comme un chaos. Donc cette dimension du non rationnel, non motivé, non rationnel, l'idée, si vous voulez, qui est
parallèle, qui est l'envers de cette affaire, c'est que c'est une convention. Donc à partir du moment où... C'est d'ailleurs un autre axe d'opposition entre Saussure et Guillaume. Chez Saussure, il y a quand même vraiment cette idée que la langue est un phénomène social, est un fait social. Donc, on adopte des conventions entre êtres humains pour pouvoir échanger du point de vue langagier, pour pouvoir se parler. Il faut des conventions. Mais on n'a pas besoin que ces conventions soient motivées par autre chose que le simple fait qu'il s'agisse de conventions. Alors que chez Guillaume, il y a quand même cette idée de rapporter le langage à des opérations mentales individuelles. Hein. Donc il y a une tendance qui va beaucoup plus, une tendance très clairement cognitive chez Guillaume, et une tendance qui est beaucoup plus, j'allais dire socio-linguistique, c'est presque ça, hein, chez Saussure. Le chaos, je ne sais pas, le cours linguistique général, il me semble que ça dit que le langage est hétéroclite et multiforme. Oui, il y a cette formule, effectivement. Il y a cette formule dans le cours de linguistique générale. Hétéroclite et multiforme. Oui, mais... C'est quoi qu'on voit, vous voulez dire? On voit. Chez Saussure, que ce soit chaotique, la langue, oui. On le comprend, on le voit, parce qu'en fait, déjà lui, il se base sur le fait arbitraire des signes. Déjà, on a l'arbitre. C'est ce qui est arbitraire. Alors, après, il y a la société, l'individu, et puis après cela, ça rajoute, je veux dire, à ce que c'est chaotique. Voilà. Ah oui. Je confirme pas. Je veux dire par là, c'était une raison de plus pour le dire. Alors je pense quand même que chez Saussure, l'idée c'est qu'à partir du moment où ça devient social, ça s'organise justement, ça devient un peu moins chaotique parce que c'est social et parce qu'il y a de la régularité. Chez Saussure, c'est bien ambigu parce qu'on fait plus ce qui est arbitraire qui est conventionnel. Surtout on voit tellement la... Oui. Oui. Alors ça, il y a toute une discussion, vous avez raison, entre arbitraire, conventionnel, etc. Là, pour ma part, je n'ai pas trop fait la différence, hein, je mets ces deux concepts un peu sur le même plan, mais c'est vrai que les enjeux sont différents. Il y a l'influence de Whitney, on sait bien, etc. Enfin bon, donc une maximalisation de la motivation relative, donc l'idée qu'on va... un autre nom de la psychomécanique du langage, c'est la systématique du langage. Hein. Donc on cherche à avoir de la systématicité un peu partout. Bon, une approche cognitive de cette maximalisation, hein, donc fondée sur le principe de suffisance expressive, ça on l'a vu dans un cours précédent au sujet des radicaux du verbe aller. Et donc l'exemple du verbe aller nous montrait que même ce qui est irrégulier peut être expliqué. Ça ne suffit pas de dire c'est irrégulier. Hein. Il peut y avoir de la régularité au sein d'irrégularité. Il peut y avoir des raisons, des motifs. Et puis, plus largement, chez les guillaumiens, donc une critique radicale de l'arbitraire, hein, on a vu en particulier chez Maurice Toussaint, mais on avait vu aussi que chez Bernard Potier, il y a ça. Actuellement, si vous voulez, il y a un certain nombre de chercheurs en linguistique du côté de la linguistique hispaniste française, de la linguistique de l'italien, qui sont des gens qui ont été influencés par des guillaumiens qui étaient eux-mêmes italianistes ou hispanistes. Et donc cette veine développée par Maurice Toussaint existe encore aujourd'hui en France, en particulier donc sur l'espagnol et l'italien, hein, peut-être aussi sur d'autres langues, mais là c'est assez net sur l'espagnol et l'italien, et sur le français aussi bien sûr. Donc avec cette idée qu'on a des paramètres temporels qui vont nous permettre de décrire des signifiés d'avant, d'après, et des signifiants d'avant et d'après. Alors, maintenant, j'aimerais prendre un petit peu de temps pour entrer dans la question vraiment plus neuropsychologique ou neurolinguistique.
la question qu'on peut se poser, une des façons de résoudre le problème, c'est de dire, est-ce que le signifiant et le signifié, du point de vue cérébral, sont traités par des zones différentes du cerveau? Donc est-ce que, au fond, quand je dis un mot, quand je comprends un mot, j'ai dans mon cerveau une partie qui traite d'abord le sens, qui envoie ensuite une information à une autre partie du cerveau qui traite le signifiant? D'accord? Donc, par exemple, lorsque je comprends quelque chose, j'aurai une partie du cerveau qui analyse le signifiant, et une fois qu'il a bien identifié le signifiant, il transmet l'information à une autre partie du cerveau qui traite le signifiant. Quand je parle, je trouve mon signifié dans une partie du cerveau qui s'occupe du signifié, et je transmets l'information à une zone du cerveau qui est l'hémisphère, qui serait phonético-phonologique, et qui produirait le signifiant. Alors, est-ce qu'on a ça? Ce qui serait un argument pour l'arbitraire, hein? Vraiment ces deux zones séparées. Ou bien, est-ce que les choses sont entremêlées dans le cerveau, au point qu'on ne peut pas dire qu'il y a ces deux axes différents. Alors, ce que je vais essayer de vous montrer un peu rapidement, parce que là on entre dans des considérations très techniques, c'est que effectivement ce concept aujourd'hui des mécanismes cérébraux mis en œuvre dans l'activité langagière tente à montrer qu'il y a une intrication des opérations mentales qui sont responsables de la production du sens et des opérations mentales qui sont responsables de la production du signifiant. Alors, notez que si on montre que signifiant et signifié n'ont pas un traitement séparé, on n'a pas pour autant montré qu'il y avait une analogie du signe. Hein. Donc c'est une condition nécessaire, mais pas une condition suffisante. Alors, il y a un premier type d'argument qui consiste à s'appuyer sur la description des trajets nerveux de tous les neurones impliqués dans la production et la réception de la parole. Quand vous faites ça, bon, je vous ai pas mis de diapo pour décrire l'ensemble, pour décrire l'ensemble des voies nerveuses impliquées dans le langage. Hein. Vous pouvez, il y a un tableau de ce genre-là dans un de mes livres qui s'appelle Notions de neurolinguistique théorique. Hein. Vous pouvez regarder par curiosité, mais c'est technique et pour mon propos, ça n'a pas d'importance. Mais simplement, ce qu'on voit, c'est que très tôt, si vous voulez, le traitement du signal, soit le traitement du signal acoustique, soit le traitement, du signal nerveux qui vous permet de produire l'articulation verbale, très tôt, il est entièrement imbriqué dans des zones très complexes, enfin dans des circuits très complexes, qui font que il y a une sorte d'impossibilité vraiment de séparer neurologiquement une partie du système nerveux qui serait uniquement consacrée à la sphère phonético-phonologique. La seule partie, si vous voulez, par exemple pour prendre l'exemple de la production de la parole, c'est que certes vous pouvez avoir, si vous avez des lésions, des voies motrices qui provoquent par exemple des paralysies faciales, des lésions des voies motrices. Donc vous avez perdu la possibilité de bouger les muscles, par exemple de la bouche. Là, si vous avez perdu cette possibilité, c'est sûr que vous ne pouvez pas parler, puisque vous n'avez plus la commande motrice de cette partie du corps qui est nécessaire pour la production de la parole. Mais ça, c'est le geste, j'allais dire, simplement mécanique. C'est-à-dire vous avez une commande nerveuse qui... Mais dès que vous avez affaire non pas à un geste mécanique, mais à une coordination de gestes qui
qui vous permet de parler, quelles que soient les conditions. Par exemple, vous pouvez parler avec un chewing-gum dans la bouche, vous pouvez parler avec une cigarette ou une pipe dans la bouche, et vous réussissez à parler quand même. Hein. Donc il y a un système de coordination de la parole qui fait que c'est extrêmement complexe et qui fait que je ne voudrais pas être trop technique, mais en fait, en amont de ce qu'on appelle les noyaux gris centraux, qui sont des zones du cerveau auxquelles arrivent les voies sensorielles et les voies motrices. Si vous voulez, hein, les voies sensorielles et les voies motrices, c'est-à-dire les signaux nerveux qui soit arrivent de vos oreilles ou qui partent pour arriver à la possibilité des mouvements de la bouche, des lèvres, etc. Ils partent ou ils arrivent à ce niveau-là, on peut dire les noyaux gris centraux. À ce niveau-là, à partir de là, vous avez des mouvements qui sont possibles, mais des mouvements simples, pas forcément coordonnés, etc. Mais dès qu'on va plus profondément dans les circuits nerveux, si vous voulez, au-delà de ces noyaux gris centraux, tout est interconnecté. Donc à partir de là, on ne peut plus du tout séparer ce qui est purement moteur ou sensoriel d'un côté, et puis le reste. Ça, c'est un argument simplement neuroanatomique. Il y a une indiscernabilité neuroanatomique du substrat de la sphère phonético-phonologique et du substrat de la sphère phonétique. Et puis, par ailleurs, il y a une inséparabilité fonctionnelle. C'est-à-dire que quand on a des pathologies du langage, quand on observe les pathologies du langage, on observe que, pour le dire très simplement, la plupart du temps, une pathologie du signifiant est associée à une pathologie du signifié et inversement. Alors, il y a un cas particulier qui est le cas de l'anartrie, qui pose problème, mais qui pose tellement problème d'ailleurs qu'on peut considérer que c'est un syndrome un peu douteux. Alors, ce qu'on appelle les aphasies pures, ce sont des aphasies liées à des lésions d'un cortex primaire ou de la partie d'un cortex associatif qui correspond. Alors donc, selon les cas, donc vous avez dans le cas de la surdité verbale, de la cécité verbale pure, soit cortex primaire, soit cortex associatif, tout de suite lié au cortex primaire. Je ne vais pas développer ces notions de cortex primaire, tout ça, le cortex primaire, c'est celui qui est directement lié aux voies sensorielles ou motrices. Hein. C'est du cortex primaire partent les voies, si vous voulez, périphériques. Donc, ce qu'on appelle les aphasies pures, ce seraient des troubles isolés, alors soit de la compréhension du langage oral, de la répétition, etc., soit de la compréhension du langage écrit, soit de la production du langage oral, soit de la production du langage écrit. Alors, ça veut dire que dans ces cas-là, vous avez des aphasiques qui ont des troubles extrêmement ciblés, avec, en principe, aucun autre trouble associé. Alors, si on prend le cas de l'anartrie pure, trouble arthrique isolé. Arthrique, ça veut dire trouble de l'articulation. Trouble de l'articulation verbale, c'est-à-dire quelqu'un qui n'articule plus bien le langage, qui articule mal. Si de tels troubles existent, si des troubles arthriques isolés existent, eh bien, c'est un argument pour la séparation de la sphère phonético-phonologique d'un côté et de la sphère sémantique de l'autre. Mais en réalité, cette pathologie, elle est extrêmement rare. Dans les cas où elle a été un peu documentée, on n'a pas examiné l'ensemble des capacités verbales des patients. Donc on peut douter que ces aphasies pures existent vraiment. Elles sont prévues par une sorte de système théorique, mais dans la pratique, elles sont extrêmement rares. Or, si on avait une partie du cerveau qui était vraiment entièrement dévolue à l'articulation verbale, disons à ce que j'appelle ici la sphère phonético-phonologique, c'est-à-dire
tout ce qui dans le cerveau vous permet d'articuler et puis de comprendre, hein, enfin d'entendre. D'un côté, sphère phonético-phonologique, et puis de l'autre, la sphère, mettons, sémantique, ou sémantico-pragmatique, ou sémantico-conceptuelle, ce que vous voulez, peu importe. Donc une sphère plutôt sur le sens. S'il y avait vraiment dans le cerveau des modules séparés pour ces actions, enfin pour ces traitements, c'est évident qu'il y aurait beaucoup plus, il y aurait fréquemment des cas d'anartrie pure, des choses comme ça, parce que vous auriez forcément beaucoup de cas où vous avez une lésion qui touche que le sens ou que le signifiant. D'accord ? Hein ? Si les zones sont bien séparées, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des pathologies du langage, donc des aphasies, qui soient régulièrement une aphasie que du signifiant ou une aphasie que du signifié. Or, les grandes aphasies ne sont jamais des aphasies que du signifiant ou que du signifié. Ce sont toujours des aphasies qui touchent les deux, mais par exemple soit en compréhension, soit en production. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez un peu classiquement l'aphasie de Broca, c'est une aphasie plutôt de production, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup de mal à s'exprimer, qui articule mal justement, qui du coup réduit un peu sa parole, mais qui comprend bien ce qu'on lui dit. Hein. Donc il y a ce qu'on appelle un style télégraphique, c'est-à-dire que quand la personne parle, au lieu de dire l'avion est parti, elle va dire avion partir. Ce qui est le plus troublant, c'est que quand on lui dit de lire la phrase l'avion est parti, elle va lire avion partir. Donc il y a un trouble qui est à la fois un trouble de l'articulation et un trouble de la production du sens. Du côté de l'autre grand type d'aphasie qu'on appelle l'aphasie de Wernicke, c'est l'inverse, on n'a aucun problème d'articulation verbale, les gens prononcent tous les phonèmes de la langue sans aucune déformation, sauf que ces phonèmes, ils les prononcent souvent dans le désordre, hein. Du coup, ils produisent un langage qu'on appelle parfois jargon aphasique, c'est-à-dire on ne comprend rien à ce qu'ils disent. Et eux ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Ils ont un déficit de compréhension qui peut être plus ou moins sévère, mais parfois très sévère. Et au point que parfois le discours des jargons aphasiques ressemble au discours des schizophrènes. Bien. Donc, vous voyez que, bon, là je vous donne deux grandes polarités de la clinique des aphasies, mais il y a plein de sous-catégories, voilà. Mais en tout cas, l'histoire de la clinique des aphasies n'est absolument pas scindée par l'idée qu'il y aurait des aphasies du signifiant et des aphasies du signifié. Or, si le cerveau était vraiment modulaire, les lésions cérébrales devraient affecter soit l'un soit l'autre. Ce n'est pas le cas. Bon, vous voyez, quand on classe un petit peu, ça, disons, ce genre de tableau est fondé sur des études très fines des déformations phonétiques. Hein. Et alors, vous avez des lésions qui conduisent à des différents types d'aphasie, donc soit aphasie de conduction qui se rapproche un peu de certains types d'aphasie de Wernicke, il y a les troubles de l'aphasie de Broca, et puis ce qu'on appelle parfois la désintégration phonétique, qui peut être soit de tendance parétique dystonique, soit dysarthrique. Donc là, on a des variabilités d'erreur qui sont plus faibles quand la lésion est plus sous-corticale et plus forte quand la lésion est plus corticale. Hein. Donc, et quand on veut décrire ce type d'erreur, encore une fois, hein, c'est uniquement un travail fait sur le signifiant et donc sur les erreurs sont-elles plutôt phonémiques ou plutôt phonétiques, et dans les erreurs phonétiques, quelle tendance, d'accord ? Donc, les erreurs phonémiques, ce qu'on appelle des erreurs phonémiques, ce sont des erreurs qui sont, comme je vous le disais tout à l'heure, fondées sur l'ordre des phonèmes. Par exemple, un aphasique de Wernicke, si on lui demande de répéter allumette, il va dire palumelle.
Voilà, donc il prononce très bien les phonèmes, et quand on lui dit répéter, hein. Donc ça veut dire qu'il entend bien, enfin il entend, on ne sait pas bien s'il entend bien, hein, mais en tout cas, il entend quelque chose et il produit les phonèmes avec des ajouts, des suppressions, des déplacements, etc. etc. Mais c'est au niveau phonémique. Et puis ensuite, au niveau phonétique, vous avez des séries de déformations qui vont de la déformation la plus, entre guillemets, intellectuelle vers la déformation la plus matérielle. Hein. Bon, c'est un petit peu compliqué à expliquer là. Je vais peut-être pas insister parce que de toute façon, c'est pas central pour mon propos. Ce que je veux simplement vous montrer, c'est que l'hypothèse modulaire qu'on a par rapport à cette affaire de phonèmes et de troubles phonétiques et de troubles articulatoires, c'est que vous avez d'abord un traitement sémantique, hein. Ensuite vous auriez un encodage phonologique, et puis ensuite des processus articulatoires qui arriveraient à la production du son. Ça, c'est vraiment la conception modulaire dans le cas de la production du langage, mais on peut faire la même chose dans le sens de la réception. Alors, ce vers quoi on est amené à partir quand même de l'observation d'un certain nombre de pathologies, et puis quand on regarde quand même disons, l'état des lieux de la neurobiologie du cerveau, on se rend compte quand même qu'il y a une intrication. C'est-à-dire que vous avez une sorte des zones de recouvrement, aussi bien au plan des processus qu'au plan du substrat, hein, entre les zones plus, disons, les zones mentales des signifiés et des concepts, les zones de l'articulation verbale, donc qui sont plus corporelles, et puis ce qui concerne le monde extérieur. Hein. Là, les dénominations MM, MEC, MEEC signifient monde mental, MM. MEC, c'est monde extracorporel, enfin c'est monde mental extracorporel, et MEEC, c'est monde extramental extracorporel. Donc grosso modo, si vous voulez, c'est une description qui part de l'idée que ce qui est plus sûr, en général, on part plutôt du physique pour arriver à ce qui est de moins en moins physique. Là, je pars plutôt du mental, c'est-à-dire qu'on a tous une conscience de ce qui est mental pour nous. Donc on vit d'abord pour nous-mêmes dans un monde mental. Et à partir de ce monde mental, on a un monde extramental qui est corporel, hein, donc on a une conscience de notre corps, etc. Et puis ensuite, on a un monde externe, hein, qui est extramental et extracorporel. Mais je pense que c'est plus judicieux de partir du monde mental pour décrire le monde physique comme un monde qui est juste extramental. Parce que le monde physique, on ne sait pas bien ce que c'est. Bien. Alors, c'est ce genre de considération, cette intrication entre le physique et le mental, qui conduit aux études du type de celles que vous a un peu exposées la semaine dernière Pierre Mattard, sur Takete Maluma, hein, vous vous souvenez, la forme angulaire et la forme un peu arrondie. Si la plupart des gens associent le mot Takete, le non-mot Takete à cette forme, et le mot Maluma à cette forme, c'est bien que le son Takete porte une signification en lui-même, une signification qui est là visualisée, rendue par une figure, mais c'est une signification qui peut aussi renvoyer à une sensorialité autre que la vue, hein, au toucher. Par exemple, Takete par rapport à Maluma, si on vous demande lequel correspond à un toucher piquant et lequel correspond à un toucher doux, les gens vont répondre Maluma, ça correspond à quelque chose de doux, et Takete à quelque chose qui vous secoue un petit peu plus, quoi. Bon, etc. Toutes les sensorialités. Il y a aussi un certain nombre d'études sur je crois qu'il en avait parlé d'ailleurs un peu sur les aliments, est-ce que c'est amer, doux, sucré, etc. Bon. Donc, aujourd'hui, ces liens entre les différentes sensorialités
sont considérées comme des choses absolument fondamentales. Hein. Parce qu'elles se retrouvent dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, etc. Et on n'a jamais une sensorialité isolée des autres. Si vous voulez, la vue, le son, etc., tout ça est lié. C'est-à-dire que, par exemple, on associe l'aigu au petit. Mais pourquoi? Parce que les animaux petits font des bruits aigus, les gros animaux font des bruits graves. Lorsque vous faites tomber quelque chose de petit, ça fait un bruit plus aigu que lorsque vous faites tomber quelque chose de gros. Très probablement, dans l'histoire de l'espèce humaine, les animaux que nous étions avant d'être des êtres humains ont eu besoin de faire la différence entre un gros animal qui risque de vous manger et un petit pour lequel il n'y a pas de danger. Donc un bruit grave renvoie à quelque chose de gros et un bruit aigu renvoie à quelque chose de petit. Donc cette association entre le sens, disons, de la vue gros-petit et le sens de l'audition de l'ouïe aigu-grave, elle est très profonde dans l'espèce humaine. Et d'autres relations sont inscrites plutôt dans les cultures. Bien. Mais dans le champ des sciences cognitives contemporaines, de la philosophie cognitive, de la psychologie cognitive, de la linguistique cognitive, ce sont des phénomènes qu'on redécouvre aujourd'hui parce qu'on se rend compte qu'ils sont très très stables. L'affaire Takete-Maluma, jusqu'à présent, toutes les langues, toutes les cultures dans lesquelles ça a été testé, ça marche. C'est quand même très étonnant. Hein. Et puis aujourd'hui, là, ces derniers mois, sont sorties plusieurs études fondées sur des centaines de langues dans le monde, qui montrent que, la plupart du temps, les mots qui se ressemblent utilisent le même genre de son. Hein. Donc, aujourd'hui, on est dans une période qui vraiment s'éloigne de plus en plus de la problématique de l'arbitraire, parce qu'elle prend en considération les aspects cognitifs du langage, et qu'en prenant en considération les aspects cognitifs du langage, on prend en considération le fait que le langage est une activité du corps tout entier, qui est donc multimodale, hein, et qui est interactionnelle. Alors un autre exemple qu'on doit à Ophélia de Roy, est-ce qu'un citron, à votre avis, vous diriez que c'est lent ou rapide? Rapide, tout le monde dit que c'est rapide, hein, parce qu'on associe sans doute le côté un peu amer, acide, plutôt acide, à la rapidité. Je vous aurais montré une banane, je pense que vous auriez dit lent. Bref. Alors d'ailleurs, Ophélia de Roy sera présente, parce que c'est une des grandes spécialistes internationales du symbolisme phonétique, enfin pas du symbolisme phonétique, des correspondances transmodales, hein, cross-modal correspondences. Ça, elle sera là pour un colloque qu'on organise ici avec un de mes collègues de l'Université de Bourgogne, Luca Nobile, dont je vais parler d'ailleurs dans un instant. Ce sera au mois de mai, je crois 4-5 mai, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. C'est le premier colloque international sur cette question en France. Hein. Donc je vous en reparlerai, mais ce sera vraiment un colloque uniquement consacré à ça, hein, à la question du symbolisme phonétique et du lien entre le symbolisme phonétique et les correspondances transmodales. C'est vraiment une question de premier plan dans la recherche contemporaine. Alors, j'en viens maintenant aux sources philosophiques. Alors, est-ce qu'il nous reste un peu de temps? Oui, allez, on va commencer un tout petit peu avec... alors voici les quelques auteurs que je voudrais mentionner pour cette partie. Donc il y a, disons dans l'ordre chronologique, Condillac et De Brosse, qui sont deux auteurs qui ont écrit au sujet de l'origine du langage et qui ont défendu une origine imitative du langage.
qui a d'ailleurs été, on peut considérer, certains considèrent qu'elle a été, cette origine imitative du langage a été confirmée par la théorie dite des neurones miroirs. Hein. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cela. Les neurones miroirs, ce sont des neurones moteurs qui se déclenchent quand vous voyez quelqu'un faire une action ou quand vous entendez quelqu'un faire une action. C'est-à-dire que si vous... je prends un exemple vraiment au hasard. Si quelqu'un vous dit « ferme la porte », le programme moteur dans votre esprit qui se mettrait en marche lorsque vous fermez une porte se déclenche. Une partie des neurones moteurs qui sont mis en jeu pour ouvrir une porte se déclenche rien qu'à l'écoute de cette phrase ou lorsque vous regardez quelqu'un le faire. On a montré aussi, un certain nombre d'études ont montré que en fonction des gens ouvrent la main plus ou moins grand en fonction d'objets qu'on leur montre et s'ils peuvent les prendre ou pas. Hein. C'est-à-dire, est-ce que c'est un gros objet, la main sera plus ouverte, si c'est un petit, elle sera moins ouverte. Bref, il faudrait, mais ça c'est encore tout un sujet très vaste. Et puis on fait dire beaucoup de choses aux neurones miroirs, hein. Il faut être un peu prudent, mais c'est une découverte qui reste assez importante. Alors on commentera un extrait d'un article de Luca Nobile qui a travaillé sur ces questions, dont je vous donne la référence ici. Deuxième auteur intéressant, c'est Humboldt, qui est un de ceux qui a vraiment inspiré toute une vague, toute une conception, si vous voulez, du lien entre signifiant et signifié. Hein. Il dit là la chose suivante: l'idée bornée que le langage est né par convention et que le mot n'est rien d'autre que le signe d'une chose existant indépendamment de lui ou d'un tel concept a exercé l'influence la plus fâcheuse sur l'approche intéressante de toute étude linguistique. Vous voyez, on est vraiment aux antipodes de Saussure, là. Hein. Enfin, tout au moins du cours de linguistique générale, encore une fois, hein, il faut faire attention. On a bien vu que, comme le dit Bouquet, hein, le concept d'arbitraire, c'est un concept fantôme hein, dans le cours de linguistique générale, pas vraiment un concept saussurien. Mais, donc on verra, à partir en particulier, il y a un très beau livre de Jürgen Trabant, qui est un prof de Berlin, sur Humboldt, le sens du langage, qui est vraiment intéressant sur le sujet. Et puis, on verra aussi chez Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty, un chapitre d'un livre assez passionnant qui s'appelle La prose du monde, intitulé L'argument du fantôme du langage pur. Enfin, c'est disons un chapitre qui s'appelle le fantôme du langage pur, qu'on peut lire comme étant un chapitre disant que l'idée d'une langue entièrement dominée par le principe de l'arbitraire est intenable. Alors, un mot d'abord sur Condillac. Voici ce que dit Luca Nobile dans l'article mentionné. La découverte récente des neurones miroirs a remis en valeur la théorie imitativo-gestuelle de l'origine du langage, prônée au XVIIIe par Condillac. Condillac développe cette théorie en deux étapes. Dans l'essai en 1746, il propose une théorie gestuelle basée sur l'arbitraire du signe, tandis qu'à partir de la grammaire, en 1775, il renonce à l'arbitraire et accepte la théorie de l'analogie et de l'imitation naturelle proposée par Charles de Brosse. Ce choix dépend du fait que chez Rousseau et Bauzet, l'arbitraire, sous forme de paradoxe de la convention originaire, joue désormais le rôle d'argument clé en faveur de l'origine divine du langage. La théorie de l'imitation naturelle et de l'analogie est donc l'atout qui permet à Condillac d'achever son projet d'une fondation laïque des facultés de l'esprit. Alors, si je vous ai donné cette citation, c'est parce que je n'ai pas du tout le temps d'entrer dans le détail de la conception du langage chez De Brosse, chez Condillac ou chez Rousseau, ou chez Bauzet, mais simplement, ce qui m'intéresse dans cette citation, c'est cette idée que, contrairement à ce qu'on dit parfois, où on a l'impression que
de travailler sur l'analogie, sur l'imitation, sur le fait que le langage imite les sons. C'est un truc un peu pré-scientifique, c'est de la magie du langage, etc. etc. Ce que cette citation indique, et que l'auteur montre bien dans son article, c'est que tout au contraire, c'est à partir du moment où on a commencé à avoir une théorie analogique de l'origine du langage, et non plus une théorie arbitraire, qu'on a mis la linguistique sur la voie de la science et qu'on l'a sortie de la théologie. Parce qu'en fait, l'arbitraire servait d'argument pour dire que le langage était d'origine divine. Hein, c'est arbitraire, donc ça vient de Dieu. D'accord ? Alors que quand on essaie d'expliquer que le langage est venu à l'homme naturellement, par toutes sortes de processus compliqués d'imitation, de vocalisation qui se raffinent au fil des siècles, etc., ou des millénaires, eh bien, on a là une théorie de l'origine humaine du langage. Et donc, il y a un lien entre les théories analogistes de l'origine du langage et le refus des explications théologiques sur le langage au bénéfice des explications scientifiques. Alors, dans le cas de Humboldt, qui est un immense personnage, peut-être peu lu aujourd'hui, mais qui est vraiment... Alors c'est le frère du géographe, il y a un autre Humboldt, donc c'était un philosophe, diplomate, etc. Et donc, je vais me fonder surtout sur ce livre de Trabant dont je vous parlais tout à l'heure, Humboldt ou le sens du langage. Alors, voici une première citation. L'idée que les différentes langues ne font que désigner une même masse de choses et de concepts existant indépendamment d'elles et avec des mots différents et juxtaposent ces derniers selon d'autres lois qui, hormis leur influence sur la compréhension, n'ont pas d'autre importance. Cette idée est trop naturelle à l'homme qui n'a pas encore réfléchi plus profondément sur le langage pour qu'il puisse s'en défaire facilement. Donc, vous voyez que, d'abord, ce qui est dit ici, c'est que l'arbitraire, ça fait partie de l'attitude naturelle qu'on a à l'égard du langage. On a l'impression spontanément que c'est arbitraire, le langage. Les adultes, pas les enfants. Les enfants, ils ne fonctionnent pas du tout comme ça. Ils dédaignent ce qui, dans le détail, apparaît si petit et si insignifiant, et comme une simple subtilité grammaticale. Il oublie qu'à son insu, la masse de ces détails accumulés le limite et le domine bel et bien. Vivant, tissant et agissant toujours dans des objets, il se préoccupe trop peu de la subjectivité et parvient difficilement à en concevoir une donnée par la nature. Une subjectivité qui se mêle en lui à tout ce qui est objectif pour le transformer, non pas de manière hasardeuse, fantasque ou arbitraire, mais selon des lois internes, de sorte que l'objet apparent se transforme lui-même en une conception seulement subjective, mais dont la valeur tendra tout à fait légitimement à l'universalité. Bon, je continue, deuxième citation. La diversité des langues n'est pour lui qu'une diversité de sens orientés vers des choses, utilisés seulement comme moyen pour parvenir à ces choses. C'est cette vision qui est néfaste à l'étude des langues, qui fait obstacle à l'extension de la connaissance du langage et qui tue et stérilise celle que nous en avons réellement. La véritable importance de l'étude des langues réside dans la participation du langage à la formation des représentations. Donc vous voyez là l'origine de la fameuse hypothèse de Sapir-Whorf. Tout est contenu là-dedans, car c'est la somme des représentations qui fait l'homme. Alors, vous voyez qu'ici, on a cette idée que les langues véhiculent quelque chose comme une vision du monde, une subjectivité, qui va contribuer à
à la formation de la subjectivité humaine, qui donc du coup n'existe pas sans ces langues. Et c'est un processus qui déplace ou, disons, déstabilise complètement l'opposition entre l'objectif et le subjectif d'une façon finalement qui sera ensuite poursuivie par la phénoménologie. Alors, le mot est assurément un signe dans la mesure où il est utilisé pour une chose ou un concept, mais d'après son type de formation et d'après son action, il est une entité autonome, un individu, la somme de tous les mots. La langue est un monde situé au milieu entre celui qui apparaît hors de nous et celui qui agit en nous. Alors, l'idée qui est sous-jacente ici, c'est qu'il y a une sorte de double fonctionnement du mot. À la fois, il est signe, c'est-à-dire simple codage, convention, sous un certain angle, mais en même temps, il est image. Il est image de ce qu'il signifie. Et en tant qu'il est image, il nous affecte, etc. etc. D'accord ? Le mot comme signe et comme image. Donc, commentaire de Trabant, voici l'élément structural décisif qui distingue le mot du signe. Le mot sort complètement de la classe des signes, parce que dans le signe, alors quand on dit sort complètement, ça veut dire qu'il est irréductible au signe tout seul, mais il a une part de signe. Le mot sort complètement de la classe des signes, parce que dans le signe, ce qui est désigné existe indépendamment de son signe, alors que dans la langue, le concept ne trouve son achèvement que dans le mot, et que les deux ne peuvent être séparés l'un de l'autre. Autrement dit, donc c'est là que commence le commentaire de Trabant, la synthèse du mot et du concept, ils ne peuvent être séparés l'un de l'autre, et par conséquent, l'immanence à la langue de la signification, c'est-à-dire du concept qui atteint son achèvement dans le mot, s'oppose à la liaison plus lâche de l'expression et du contenu dans le signe. Cette intime liaison de la forme matérielle et du contenu, le mot la partage avec le symbole ou image. Donc, là, évidemment, toute cette argumentation repose sur une certaine conception de ce qu'on appelle une image. Qu'est-ce que c'est qu'une image ? Ici, l'idée sous-jacente, c'est que le concept d'image, l'essence de l'image, c'est une ressemblance, une similarité, une liaison entre la forme et le contenu. Donc, vous voyez que ce qui est appelé, c'est pas pour rien qu'on parle d'iconicité dans les théories de l'iconicité. Le concept d'image ici renvoie non pas tant à la question de l'image visuelle qu'à un processus mental, qu'à un processus, disons, de signification par lequel ce que l'on signifie est transmis par quelque chose qui est à l'image de ce qui est signifié. Comme dans une image, on le reverra peut-être un peu avec First, dans un portrait, prenons le cas d'un portrait, un tableau qui représente quelqu'un, un portrait. La peinture elle-même, le portrait, c'est un signifiant. C'est un objet qui signifie quelque chose. Bon. Et là, je ne dis pas le signifié, mais la chose représentée, la personne qui est sur le portrait, elle fait partie du référent. Donc là, on est dans une problématique de relation entre un signifiant et un référent. Ça peut être un concept, parce qu'on peut considérer que ce qui est peint, la ressemblance, ça n'est pas tellement la personne physique, mais peut-être la personne morale. Bon, dans ce cas-là, on sera plus du côté du concept que du côté du référent. Mais peu importe, le portrait existe en tant que tel à partir du moment où, bien sûr, il y a une ressemblance entre le signifiant et le signifié et le concept ou le référent. Et cette ressemblance, il faut essayer de vous imaginer qu'elle n'est pas propre au visuel, que l'image visuelle est simplement le cas le plus simple dans lequel on a un signifiant qui ressemble à un signifié. Mais ça marche aussi pour Louis,
Puisque, encore une fois, vous allez associer certaines propriétés des sons à certaines significations immédiatement parce qu'il y a une sorte de ressemblance, une similarité, une analogie. Bien, donc c'est cela qui conduit à cette formule du mot comme signe et comme image. Le mot comme image renvoie à la dimension du mot, à la dimension analogique du mot, ressemblance entre signifiant et signifié. Le mot est comme une image. Si le i renvoie à la petitesse, en raison du fait que l'aperture est petite et le a renvoie au grand, à la grandeur, comme je vous ai sans doute déjà donné cet exemple, mais dans les livres pour enfants, les petits animaux, Mimi, la petite souris, c'est toujours Mimi. Babar. Et Babar, c'est un gros éléphant. Bon, vous ne trouverez jamais la petite souris qui s'appelle Momo, par exemple. Elle s'appelle toujours Mimi ou un truc avec des voyelles fermées. Bon, donc cette immédiateté, ce fait que le i renvoie à du petit, c'est aussi une image, comme le portrait, sauf qu'on a affaire ici à une modalité auditive au lieu d'avoir une modalité visuelle. Et ce qui se produit au plan du langage, c'est cela, c'est que ce que Humboldt nous dit ici, c'est qu'il y a dans le mot ce lien intime entre la forme et la signification. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Parfait. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Donc, on va avoir des exposés. Ah oui, c'est vrai que je me suis rendu compte que je vous ai envoyé un lien qui ne marche pas par Internet. Mais en fait, c'est juste le lien du site, de la page du site. Alors, je vous le renverrai. Il y avait un exposé prévu aujourd'hui, mais l'étudiante, elle est où ? Je l'ai vu tout à l'heure. Ah oui, mademoiselle. Donc finalement, c'était pas prêt, donc on a annulé. Mais là, à partir de la semaine prochaine, on va avoir pas mal d'exposés, 3 la semaine prochaine, 4 la semaine d'après. Donc ce seront des séances un petit peu différentes. Voilà, merci de votre attention et à la semaine prochaine.